Charlie Dalin est le premier à avoir franchi mercredi la ligne d'arrivée du Vendée Globe après un tour du monde en solitaire et sans escale de 80 jours. Il nous raconte son incroyable aventure. Humainement, sportivement, qu'est-ce que vous retenez de ce tour du monde en solitaire? Bah, je retiens que voilà, il y a toujours un débat entre est-ce que le Vendée Globe c'est plus une aventure, plus une régate, et voilà, j'ai l'impression que c'est les deux, mais que voilà, la part d'aventure elle est quand même assez vraiment présente quoi. C'est c'est une course longue et il y a la partie bricolage, intervention sur le bateau, elle est quand même primordiale. Voilà, on a tous une autre lot de soucis, d'avaries et voilà, je pensais pas voilà, autant bricoler, mais voilà, j'ai l'impression que c'est la normalité hein, sur cette course qui est très longue. Voilà, les bateaux fatiguent, s'usent. Voilà, on navigue dans des environnements qui sont difficiles. Là, il y a beaucoup de chocs, ça tape beaucoup. Et voilà, il fait froid, il fait chaud, voilà, c'est de l'eau salée, il y a des UV. Et voilà, c'est vrai que il y a toute la structure est tiraillée et ouais, sous contrainte en permanence. Et, et ouais, c'est vrai qu'il y a, voilà, en fait, on passe notre temps à essayer d'entretenir ce vaisseau, ce véhicule qui nous permet de faire ce tour du monde, voilà. Et il faut bien s'en occuper, bien en prendre soin, essayer de ne pas perdre le contrôle justement de la liste des choses à faire. Voilà, par exemple, typiquement, j'avais pris un drone pour faire des images de l'extérieur et je me suis dit, peut-être un peu candidement avant le départ, que voilà, quand je passerai dans une zone de vent un peu faible, bah, je pourrais faire décoller mon drone, faire des belles images d'Apivia de l'extérieur. Sauf qu'en fait, à chaque fois que j'arrivais dans une zone de vent faible, bah, je passais mon temps à bricoler, à, voilà, à essayer de rester sous contrôle, de ne pas me faire dépasser par la liste des réparations à effectuer. Alors, on a vu hein, que tous les navigateurs avaient connu des moments très difficiles sur ce Vendée Globe. Pour votre part, quels ont été les moments les plus durs? Ah bah, le moment le plus dur, ça a été forcément la perte de cette fameuse cale de foil, là, cale basse. Là, le foil, c'est cette aile sous-marine là, qui me permet d'atteindre des vitesses très importantes. Et donc, j'ai perdu cette cale aux portes de l'océan Pacifique. Et voilà, en fait, la première chose que je me suis dit, c'est que la course était terminée, que j'allais devoir abandonner, que j'allais devoir rejoindre un port en Australie ou en Nouvelle-Zélande. J'ai même regardé sur la carte quel était le port le plus proche. Ça a été un moment difficile, quoi. Moi, j'en ai pleuré, voilà, de me dire que la course allait potentiellement voilà, se terminer pour moi. J'étais en tête en plus à ce moment-là. Mais heureusement, mon équipe s'est mobilisée, a trouvé des solutions et on a donc j'ai fabriqué à bord cette cale de substitution avec les moyens du bord, avec des morceaux de carbone que j'avais à bord. Et ouais, ça, c'était un moment difficile, quoi. Et forcément, pendant ce temps-là, la course ne s'arrête pas, les concurrents continuent à avancer, m'ont doublé. Et ouais, ça a été un des moments les plus durs de la course. Quand on passe près de 3 mois en mer sur les eaux, ça paraît assez inconcevable hein, pour beaucoup de gens de passer comme ça 3 mois en mer sur un bateau. Comment vous vivez la course au quotidien psychologiquement en fait? Bah, c'est vrai que voilà, il y a la fatigue qui s'installe jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Voilà, donc forcément les émotions sont à fleur sont à fleur de peau. Voilà, il y a des jours ça va bien, des jours ça va moins bien, mais j'ai quand même l'impression d'avoir toujours réussi à remonter rapidement la pente. Ouais, les jours où j'avais des petits coups de mou, et c'est vrai que moi je suis un de mes points forts de coureur, c'est d'avoir un moral ouais, qui est assez linéaire, quoi, qui est stable. Et en fait, ce Vendée Globe a réussi un petit peu à m'avoir. Et voilà, j'ai eu un petit peu voilà, des changements d'humeur, là, des changements au moral voilà, qui étaient plus forts que ce que j'ai jamais rencontré avant. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on navigue dans des zones où on croise personne, et je pense que ça contribue aussi un peu voilà, à la tension. Voilà,
dans le Pacifique. Voilà, là, les humains les plus proches, c'est les astronautes, hors les compétiteurs, c'est les astronautes, les terriens les plus proches. Voilà, il n'y a rien, on est que dans un désert liquide où il n'y a rien à plusieurs milliers de kilomètres à la ronde, pas une île, pas un caillou. Mais à la fois, donc voilà, je pense que quand on essuie une tempête, on sait que voilà, en termes d'assistance, il n'y a pas beaucoup de choix, hein, par nos compétiteurs, les concurrents, voilà, personne ne peut venir nous aider. Donc voilà, je pense que voilà, dans les coups de vent, ça rajoute un peu de tension à tout ça, quoi. Après, il y a très peu de monde qui ont la chance d'avoir vu ce que j'ai vu, quoi, d'avoir traversé le Pacifique dans les 40e et 50e rugissants. Voilà, je pense qu'il y a, il y a peu de monde il y a très très peu de terriens qui ont vu ce que j'ai vu, et je me sens aussi privilégié, quoi, d'avoir vu cette partie du globe qui au final est importante, quoi. Voilà, quand on prend un globe terrestre et qu'on le tourne du côté du Pacifique, on voit presque pas de terre, quoi. Donc voilà, c'est la preuve que cet océan est immense, et c'est une grande partie de notre planète. Et je suis heureux de faire partie des rares personnes qui ont pu visiter quelque part, qui ont pu découvrir cette face du globe, voilà, qui est peu connue, quoi. Vous avez vu votre premier Cap Horn, je crois? Ouais, j'ai vu mon premier Cap Horn, c'était un moment très fort, un beau moment de jeu, c'est un moment de joie. C'était dans la nuit, mais voilà, c'était l'été austral quand je suis passé, donc voilà, c'était pas une obscurité totale. Il y avait un petit peu le ciel était à peu près clair ce jour-là. Il y avait des nuages, des grains là un peu épars, mais du coup j'ai pu entrevoir dans l'obscurité le caillou. Voilà, j'ai vu quelques lumières, j'ai vu les lumières du phare. J'ai pu échanger quelques mots avec le gardien du phare, même si on s'est pas trop compris. Voilà, lui parlait, moi je parlais, mais bon, je pense on n'a pas trop compris ce qu'on se racontait, mais c'était quand même sympa d'avoir ce premier contact humain, on va dire, après tant de temps, ce contact terrien même. Et voilà, et c'est vrai que le Cap Horn, c'est le cap le plus légendaire de tous les caps, quoi. Voilà, quand on passe le Cap Horn, on devient capornier. Voilà, quand on passe le Cap Corse, on ne devient pas Cap Corsé. Voilà, c'est le seul cap que lorsqu'on le franchit, voilà, il y a un nom qui est fait pour ça. Voilà, c'est un cap qui, voilà, il y a une très grosse légende qui y est associée. Et voilà, maintenant, je suis heureux de rentrer dans ce club fermé. J'ai même reçu un mail on m'a transmis un mail il y a une association des caporniers qui existe. Je ne connaissais pas son existence, et voilà, qui m'ont félicité donc de rentrer parmi le club fermé des caporniers. Donc il y a un vrai club qui existe pour les gens qui ont franchi le Cap Horn, et voilà, j'ai reçu un mail de félicitations de leur part. Alors, vous êtes le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée, mais vous êtes deuxième donc au classement de ce Vendée Globe. Est-ce que pour vous, vous avez accepté ce classement, ou il y a une forme d'amertume? C'est sûr que quand j'ai vu Yannick Bestaven brandir le trophée, c'était un petit pincement au cœur, hein. Ouais, je vais pas le mentir. C'est vrai que le 8 novembre, le trophée était positionné en bas du ponton, et quand j'étais allé rejoindre Apivia, j'étais passé donc à côté de ce trophée. Je l'avais bien regardé, et je m'étais dit que j'avais le bateau, j'avais la capacité à aller le chercher. Et voilà, malheureusement, pour moi, le jeu des compensations, des bonifications m'en empêche. Mais voilà, il n'y a aucune polémique à avoir. J'accepte totalement le fait que Yannick ait eu cette bonification de 10 heures. Voilà, si on avait dû aller me chercher. Non, pardon, si la direction de course m'avait appelé pour aller chercher quelqu'un, même si j'étais en tête de course à ce moment-là, je n'aurais pas hésité une seconde à me dérouter, concurrent ou autre d'ailleurs. Voilà, c'est partie de la solidarité des gens de mer, et c'est tout à fait normal du coup d'avoir des bonifications lorsqu'on est dérouté. Donc voilà, ça fait partie du jeu, c'est la règle, et je l'accepte pleinement. Voilà, moi, ce que je retiens, c'est que j'ai franchi cette ligne d'arrivée en tête, que j'ai rendu une bonne copie pour mon premier Vendée Globe, et voilà, et je l'accepte très bien.
Est-ce que depuis votre arrivée, vous êtes retombé sur Terre là, comment vous vous sentez? Parce qu'après 3 mois en mer, quand on revient sur Terre, on doit être un petit peu déboussolé. Ouais, bah, c'est vrai que là, il y a eu on revient à terre sans. En fait, là, il n'y a aucune transition, quoi. Je suis passé de seul sur mon bateau pendant 3 mois, entouré d'une nuée de semi-rigides d'embarcations qui sont venus m'accueillir. Après, voilà, après, il y a eu ce pool média, voilà, avec énormément de monde, énormément de journalistes, voilà. Donc, on est un peu jeté là-dedans, et voilà, sans aucune transition. Et voilà, on est un petit peu perdu, quoi. Mais, euh, mais, mais voilà, puis maintenant, je vais rentrer dans la phase de réadaptation à ma vie de terrien. Euh, j'ai euh, j'ai dormi seulement 2 heures là, dans la nuit de jeudi à vendredi, parce que j'ai dû aller rentrer mon bateau et j'ai enchaîné un peu les médias par la suite. Et la nuit dernière, j'ai dormi, pardon, la nuit mercredi à jeudi, je parle. Et la nuit dernière, de jeudi à vendredi, j'ai pu dormir un petit peu plus. J'ai dormi 7 heures et je me suis réveillé 2 fois en fait en me demandant où est-ce que j'étais. Donc voilà, je me rends compte que voilà, je suis un petit peu impacté. J'ai dû enquêter pendant de longues minutes pour essayer de comprendre où est-ce que je dormais, où est-ce que je me réveillais. Euh, et, euh, mais puis aussi, c'est apprécier des plaisirs simples, quoi. C'est prendre une douche, quoi. Tout simplement, voilà, j'ai vraiment apprécié ma première douche en rentrant à terre. Voilà, il y a juste à tourner un petit robinet et de l'eau coule par magie. Il y a un autre bouton qui permet de régler la température et on oublie en fait que c'est un privilège, que c'est une chance d'avoir de l'eau courante et de l'eau chaude, quoi. Au final, sur Terre, il y a peu de gens qui l'ont. Et en fait, moi, je l'ai pas eu pendant longtemps. Et en fait, j'ai vraiment apprécié cette douche. J'ai aussi apprécié dormir dans un lit qui ne bouge pas, un lit qui n'est pas humide. Et voilà, donc je commence à retrouver des plaisirs simples dont j'ai pas pu bénéficier pendant de longs mois. Et puis après le grand large, vous avez retrouvé la Terre avec une crise sanitaire, ce qui doit pas être évident non plus. Non, non, voilà, après aussi, j'étais très heureux de retrouver mon fils et ma compagne, voilà, qui m'ont forcément manqué pendant ce tour du monde. C'est vrai que j'ai profité de ma liberté. En fait, candidement, avant le départ, je me suis dit que qu'en rentrant, voilà, tout le monde serait vacciné, que tout serait réglé et que voilà, je pourrais reprendre une vie normale. Je me suis même dit qu'il y aurait peut-être sûrement du public à l'arrivée. Et bah, j'ai eu tort. Je me suis un petit peu trompé, j'étais un peu candide à ce sujet. Et c'est vrai que bah, quand j'ai vu au fur et à mesure des semaines que la situation avait plutôt tendance à empirer en France en termes de crise sanitaire, je me suis dit, profite Charlie, profite de ta liberté. T'as pas besoin de porter de masque, t'as pas de couvre-feu à respecter, tu vas où tu veux quand tu veux avec ton bateau, tu vires de bord, tu changes de voile quand tu le souhaites, c'est toi qui élabores tes trajectoires. Profite de cette liberté. Voilà, elle va pas durer. Et du coup, là, c'est ce que j'ai fait vraiment au maximum. J'ai beaucoup savouré les dernières heures de navigation avant que la nuit tombe. Mercredi soir, voilà, j'ai beaucoup voilà, contemplé mon bateau glisser sur l'eau, voilà, en me disant que c'était les dernières heures de ce Vendée Globe pour moi et que voilà, le prochain, si je le faisais, il allait falloir attendre 4 années. Et voilà, c'est vrai que voilà, je retrouve une France qui au final a pas changé, voire voilà, l'épidémie a empiré. Et ouais, c'est vrai que voilà, au final, quand même, je me rends compte que j'étais bien en mer sur mon bateau, loin de tout ça. Voilà, ça me paraissait extrêmement lointain à l'époque, hein. Il y a une question de normalité, je pense, qui s'installe. En fait, rapidement, on rentre dans une norme et on a du mal à se rappeler ce qu'était que la vie d'avant, quoi. Je pense qu'on a tous un peu du mal à se rappeler ce que c'était que la vie d'avant le Covid, quoi. La vie où on s'embrassait, où on se serrait la main, où on pouvait aller dans les bars, les restaurants, au cinéma, et moi, en fait, je me suis retrouvé sur mon bateau et ma norme, c'est rapidement devenu la vie au rythme des prévisions météo, des manœuvres, des réparations, des changements de voile. Et en fait, j'ai même assez rapidement oublié ce que c'était que la vie de terrien, quoi. Et du coup, voilà, maintenant, je viens de nouveau de changer de normes, de phase, et voilà, je vais me réadapter à cette vie de terrien dans la situation actuelle. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de déjà, ça me paraît déjà lointain, en fait. C'est moi en mer, même si ça vient
seulement de se terminer.